Et si la toute première puissance économique d'Europe, bâtie sur des décennies de succès industriel, vacillait au bord de l'abîme, menacée de s'effondrer à cause d'une seule décision, prise dans l'urgence, sur la question de l'énergie? Cette hypothèse, qui aurait semblé absurde il y a 5 ans, est aujourd'hui au cœur d'une crise inédite en Allemagne. 27 des plus grands groupes industriels du pays, parmi lesquels BASF, ThyssenKrupp, Siemens, Bayer ou encore Volkswagen, ont adressé un ultimatum sans précédent au chancelier fédéral. Sans retour immédiat à l'importation de gaz russe via Nord Stream 2, la désindustrialisation massive du pays serait inévitable. Leur requête, formulée dans une lettre ouverte largement relayée, est limpide. Il faut reprendre au plus vite les discussions avec la Russie, rouvrir le gazoduc Nord Stream 2 et revenir à des contrats d'approvisionnement à long terme à des tarifs abordables. Pour ces industriels, qui emploient ensemble près de 3 millions de salariés et génèrent environ 1/5 du PIB allemand, c'est la dernière chance pour préserver la compétitivité du pays et éviter une vague de faillites sans précédent. Depuis la rupture brutale de l'approvisionnement en gaz russe, l'Allemagne s'est tournée vers le gaz naturel liquéfié, principalement importé des États-Unis. Mais ce choix a fait exploser les coûts de l'énergie. Le prix du gaz a été multiplié par 4, parfois même par 5, selon les périodes, atteignant des sommets historiques. Pour illustrer ce choc, alors que le gaz russe coûtait en moyenne $250 pour 1000 mètres cubes, le gaz américain se négocie aujourd'hui entre 1000 et 1200 $ sur les marchés européens. Les conséquences sont déjà visibles. Des milliers d'emplois ont disparu, de grandes usines ferment leurs portes et les délocalisations s'accélèrent. De nombreux groupes industriels, dans la chimie, la métallurgie, la construction mécanique ou l'automobile, transfèrent une partie de leur production vers la Chine, l'Inde ou les États-Unis, où l'énergie reste à la fois plus stable et bien moins onéreuse. Un exemple frappant. Volkswagen a déjà annoncé la fermeture temporaire de certains sites allemands, tout en investissant massivement dans de nouvelles usines sur le sol nord-américain. Face à ce constat, la menace ne porte pas uniquement sur la compétitivité immédiate ou sur l'équilibre de quelques secteurs. C'est tout le modèle économique allemand, longtemps considéré comme le moteur de la prospérité européenne, qui est aujourd'hui remis en cause. La perte de leadership industriel n'est pas une vue de l'esprit. Historiquement, l'Allemagne s'est appuyée sur une industrie puissante et innovante pour assurer son rayonnement et sa stabilité sociale. Mais le choc énergétique pourrait entraîner une destruction massive d'emplois qualifiés, une baisse durable du niveau de vie et un recul du poids de l'Europe sur la scène mondiale. Ce scénario a déjà été observé ailleurs. Dans les années 80, le Royaume-Uni a subi une désindustrialisation rapide, avec des millions d'emplois perdus et des territoires entiers plongés dans la précarité. Pour comprendre comment l'Allemagne a pu se retrouver piégée dans cette impasse, il faut revenir sur les choix énergétiques qui ont façonné son économie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi, alors que la France misait sur le nucléaire, l'Italie et l'Espagne sur le solaire, l'Allemagne a-t-elle choisi de dépendre massivement du gaz russe? À la veille de la crise, la stratégie allemande reposait sur un accord tacite avec la Russie. Berlin garantissait la stabilité politique et économique de l'Europe de l'Est, en échange d'un accès privilégié à une énergie fiable, abondante et à prix cassé. Pendant des décennies, les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont assuré plus de la moitié de l'approvisionnement gazier de l'Allemagne, 55% exactement. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une politique de long terme, appuyée par tous les gouvernements allemands, du SPD à la CDU. À titre d'exemple, l'industrie chimique allemande, qui emploie plus de 400 000 personnes et fournit les matières premières à l'ensemble du tissu industriel européen, est l'un des secteurs les plus énergivores du continent. Sans gaz bon marché, des groupes comme BASF ou Bayer ne peuvent plus rivaliser avec leurs concurrents américains ou asiatiques. Le prix du gaz russe, autour de $250 pour 1000 mètres cubes, était bien inférieur aux prix mondiaux. Cette énergie abordable permettait à l'industrie allemande de produire à bas coût, d'exporter massivement et de maintenir un niveau de vie élevé pour l'ensemble de la population. Le miracle économique d'après-guerre, la fameuse Wirtschaftswunder, doit beaucoup à cette stratégie. Mais tout bascule en février 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie provoque une onde de choc sans précédent.
sous la double pression des États-Unis, soucieux d'affaiblir la Russie, mais aussi de vendre leur propre gaz, et des Verts allemands, Berlin décide de suspendre Nord Stream 2 et de rompre la coopération énergétique avec Moscou. Du jour au lendemain, l'Allemagne coupe le robinet de son fournisseur principal, sans solution de remplacement crédible. Ce choix, qualifié de raisonnable à l'époque, s'avère rapidement funeste pour l'économie nationale. Pour faire face à l'urgence, le gouvernement se tourne vers le gaz naturel liquéfié, importé par navires méthaniers depuis les États-Unis, le Qatar ou l'Australie. Mais ce gaz, bien plus cher et soumis à des fluctuations de marché extrêmes, ne peut en aucun cas remplacer la stabilité des anciens contrats russes. Les prix s'envolent. Plusieurs entreprises sont contraintes de s'approvisionner au jour le jour, exposant tout le tissu industriel à une volatilité inconnue depuis la reconstruction d'après-guerre. Concrètement, le coût de l'énergie pour les industriels allemands est désormais 4 à 5 fois supérieur à celui de leurs concurrents américains ou chinois. Cette différence, qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros par an, pousse de nombreuses entreprises à délocaliser leur production. Un dirigeant de BASF confiait récemment que chaque euro dépensé en énergie en trop, c'est un euro investi ailleurs qu'en Allemagne. L'effet domino ne se limite pas à quelques géants industriels. Des milliers de PME, sous-traitants de l'automobile, de la métallurgie ou de la chimie, se retrouvent étranglés par la hausse des tarifs. Plusieurs régions, naguère prospères, voient leur tissu social menacé. À Ludwigshafen, fief historique de BASF, la fermeture de 3 sites majeurs a déjà provoqué la suppression de 8000 postes en moins de 2 ans. Les pertes s'élèvent à plus de 5 milliards d'euros. Dans la sidérurgie, le même scénario se répète. ThyssenKrupp a arrêté plusieurs hauts fourneaux, frôlant la faillite après plus d'un siècle d'existence. Le secteur automobile n'est pas épargné. Volkswagen, Mercedes et BMW ont annoncé la réduction de leur production en Allemagne, tout en accélérant leurs investissements à l'étranger. Depuis la fin du gaz russe, la situation se dégrade de semaine en semaine. Près de 250 grands sites industriels ont fermé ou réduit drastiquement leur activité. En conséquence, environ 200 000 emplois industriels ont disparu, et la production manufacturière a chuté de 12%. Nous ne parlons plus d'une simple crise cyclique, mais d'un déclin structurel qui menace d'entraîner l'Europe entière dans sa chute. Car l'industrie allemande irrigue tout le continent. Elle fait vivre des centaines de milliers de sous-traitants, des dizaines de régions, et pèse lourd dans la richesse de l'Union européenne. Si elle s'effondre, c'est la prospérité de l'Europe qui vacille. Pour mesurer la gravité de la situation, on peut puiser dans l'histoire récente. Dans les années 2010, la désindustrialisation du nord de la France, conséquence de la fermeture des hauts fourneaux de Florange, Dunkerque ou encore Gandrange, a plongé des territoires entiers dans le chômage, la précarité et un sentiment d'abandon durable. Aujourd'hui, c'est tout un pays, et par ricochet tout un continent, qui risque de connaître un sort similaire. À l'heure actuelle, l'Allemagne risque une désindustrialisation irréversible, avec pour conséquence une perte de richesse pour toute l'Europe. Un basculement historique menace. La première puissance industrielle du continent pourrait se transformer en une économie de services affaiblie, dépendante des importations et incapable de rivaliser avec les géants mondiaux. Mais comment en est-on arrivé là? Le bras de fer autour du gaz russe révèle aujourd'hui des tensions explosives entre industriels, politiques et citoyens. La bataille du gaz fracture l'Allemagne et l'Europe jusque dans leurs plus hautes sphères. Au centre du conflit, la pression exercée par 27 des plus puissants industriels allemands, chimistes, métallurgistes, constructeurs automobiles et mécaniciens, qui exigent la reprise des discussions avec Moscou. Derrière ces figures, ce sont 3 millions d'emplois et près d'un cinquième de la richesse nationale qui vacille. La menace n'est plus voilée. Sans gaz russe abordable, les usines ferment, la production s'exile vers l'Asie ou l'Amérique, et l'Allemagne risque de sombrer dans une économie de services impuissante. Ce bras de fer se joue aussi dans les urnes. L'alternative pour l'Allemagne, parti populiste, grimpe dans les sondages, surfant sur la colère d'une classe moyenne fragilisée. À gauche, la contestation s'organise. Une partie des sociaux-démocrates et des anciens écologistes réclament une approche pragmatique,
soutenu par des conservateurs inquiets pour l'avenir industriel du pays. Cette alliance improbable défie la ligne officielle du gouvernement, dont certains membres restent farouchement opposés à tout rapprochement avec Moscou. Face à eux, les Verts, les atlanticistes du centre et surtout les États-Unis dressent un rempart contre tout retour du gaz russe. Washington brandit la menace de sanctions, exige la fidélité de Berlin au nom de la solidarité occidentale et défend ses propres intérêts économiques. Cette pression extérieure accentue la tension politique, alors que le bilan économique se traduit déjà par des milliers d'emplois perdus et des fermetures d'usines. La Russe impatiente. Selon les derniers sondages, 68% des Allemands réclament la réouverture du robinet gazier russe. Pour la majorité, la sécurité énergétique prime sur les querelles géopolitiques. L'idée d'un retour à une énergie bon marché progresse, alors que les difficultés économiques s'aggravent. À l'approche des élections, l'équilibre politique devient de plus en plus fragile. Un faux pas du gouvernement, et les extrêmes pourraient s'engouffrer, plongeant l'Allemagne dans une crise sociale profonde, voire un basculement politique historique. Pourtant, même si la volonté politique triomphait, une question essentielle demeure. Relancer le gazoduc Nord Stream 2 est-il techniquement possible? Au-delà de la volonté politique, le défi technique est de taille. Entre sabotage, corrosion et obstacles géopolitiques, la remise en service du gazoduc Nord Stream 2 paraît tout sauf acquise. Relancer Nord Stream 2, est-ce encore envisageable? Et surtout, à quel prix? Sur le plan technique, la situation n'est pas totalement désespérée. L'une des deux conduites de Nord Stream 2 est restée intacte après le sabotage de septembre 2022. Les autres pourraient être réparées en moins de 2 ans, pour un coût total approchant les 2 à 3 milliards d'euros. Si la volonté politique existait, le gazoduc pourrait redevenir opérationnel bien plus vite que ne le laissent croire les discours officiels. Mais l'obstacle principal n'est plus la technique, il est politique, et il semble presque infranchissable. Le Danemark et la Suède, touchés directement par le sabotage, refusent d'autoriser les réparations sur leurs eaux territoriales. Plus encore, les États-Unis exercent une pression constante sur l'Allemagne et ses alliés, pour empêcher toute reprise de la coopération énergétique avec Moscou. Du côté russe, la donne a changé. Moscou pose désormais des exigences drastiques. Premièrement, la levée totale des sanctions européennes, une condition qui paraît irréaliste dans le contexte actuel. Deuxièmement, des garanties contractuelles strictes pour se prémunir contre de futurs blocages politiques. Troisièmement, une reconnaissance politique officielle du statut de la Russie comme partenaire énergétique fiable. Surtout, la Russie n'est plus dépendante comme autrefois. Elle a massivement réorienté ses exportations de gaz vers l'Asie, signant de nouveaux contrats avec la Chine et l'Inde. Désormais, l'Europe ne représente plus qu'une part bien moindre de ses débouchés. Si l'Union européenne souhaite se réapprovisionner en gaz russe, ce sera désormais aux conditions fixées par le Kremlin, et non l'inverse. Pour l'Allemagne, le dilemme est vertigineux. Faut-il accepter des conditions jugées humiliantes, au risque d'un discrédit politique durable, ou maintenir le cap de l'isolement énergétique, au prix d'une désindustrialisation accélérée, de la perte de millions d'emplois et d'un appauvrissement généralisé? La leçon est brutale. La souveraineté énergétique n'est pas un slogan, mais la clé même de la puissance économique et de l'indépendance politique. L'exemple allemand illustre que sacrifier cette souveraineté mène à la vulnérabilité, puis au déclin. Les choix énergétiques d'aujourd'hui dessinent le visage économique de demain. Face à ce tournant historique, une question cruciale se pose à tous les Européens. Sauront-ils redéfinir leur stratégie énergétique avant qu'il ne soit trop tard? Pour mesurer l'ampleur de ce défi, il est utile d'observer ce qui s'est passé dans d'autres pays ayant perdu leur souveraineté énergétique. L'Italie, par exemple, s'est retrouvée à la merci des fluctuations du marché pétrolier dans les années 70, ce qui a provoqué une inflation galopante et une décennie de stagnation. Plus récemment, le Japon, après l'accident de Fukushima, a dû importer massivement du gaz et du charbon, ce qui a lourdement pesé sur son industrie et son commerce extérieur. L'Allemagne, aujourd'hui, se retrouve dans une situation comparable, mais à une échelle bien plus large.
Le choix de sacrifier la prospérité industrielle sur l'autel de la politique étrangère est un acte lourd de conséquences, dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies. L'abandon du gaz russe ne relève pas d'une simple logique de prix ou de contrat. Cette décision touche au cœur même de la souveraineté. En tournant le dos à une énergie abondante et abordable, l'Allemagne a fragilisé sa propre industrie, mettant en péril la force économique de tout le continent européen. Ce qui se joue ici dépasse le sort de quelques sociétés. Il s'agit de l'avenir de millions de travailleurs, de la survie du tissu industriel et du rang de l'Europe face aux géants mondiaux. Le risque, c'est de voir l'Europe réduite à un vaste marché passif, incapable de rivaliser avec ceux qui contrôlent leurs propres ressources. La fidélité politique à Washington s'est traduite par une rupture stratégique avec Moscou. Désormais, la Russie regarde vers l'Est, tissant de nouveaux liens énergétiques. Dans ce calcul, ni les ouvriers allemands, ni la classe moyenne européenne ne sont gagnants. Leur pouvoir d'achat s'érode, les usines ferment ou s'exilent. Ce tournant dévoile une vérité dérangeante. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut prétendre à l'indépendance sans maîtrise de son énergie. L'énergie n'est pas un détail technique, mais le fondement de la souveraineté. Prospérité, stabilité sociale et capacité d'action politique en dépendent directement. Sommes-nous prêts à accepter des choix imposés de loin, au risque de devenir une périphérie impuissante? Ou aurons-nous le courage d'exiger des décisions qui servent notre avenir collectif? La souveraineté énergétique n'est pas un luxe, mais une condition vitale de survie pour toute nation industrialisée. L'histoire retiendra cette période comme un tournant crucial. L'Europe choisira-t-elle de rester une puissance industrielle, ou se résignera-t-elle à un rôle secondaire, affaiblie et dépendante? Pour sortir de cette impasse, plusieurs scénarios sont sur la table. Le premier consisterait à négocier un compromis énergétique avec la Russie en échange de garanties politiques et économiques. Cette voie, difficile mais possible, nécessiterait une levée partielle des sanctions et une reprise progressive des flux gaziers. Des exemples historiques existent. Dans les années 70, la France avait su renouer avec l'Algérie pour garantir son approvisionnement en pétrole, malgré des tensions politiques majeures. Le deuxième scénario mise sur l'accélération de la transition énergétique. L'Allemagne pourrait investir massivement dans le développement du solaire, de l'éolien et des batteries de nouvelle génération. Mais cette transition, aussi ambitieuse soit-elle, ne pourra pas compenser à court terme la puissance et la stabilité du gaz russe. Les experts estiment qu'il faudrait au moins une décennie pour remplacer la totalité des capacités perdues. Le troisième scénario, plus risqué, serait d'accepter la désindustrialisation progressive, en misant sur une reconversion vers les services et les technologies de pointe. Mais là encore, l'histoire montre que les sociétés ayant perdu leur base industrielle ont vu leur influence et leur prospérité s'effriter durablement. Dans tous les cas, il est urgent d'agir. Quelques étapes concrètes pourraient être envisagées. Ouvrir un dialogue national sur la souveraineté énergétique, associer industriels, syndicats et experts aux décisions, diversifier les fournisseurs d'énergie autant que possible, et investir dans les infrastructures de stockage et de transport. En parallèle, il serait judicieux de renforcer la coopération européenne en mutualisant les achats de gaz et en soutenant les pays les plus vulnérables. Un bouclier énergétique européen, inspiré du plan de relance post-Covid, permettrait de limiter l'impact des chocs extérieurs. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la diplomatie économique. L'Allemagne et l'Europe doivent retrouver une capacité de négociation autonome, équilibrant relations avec les États-Unis, la Russie et les grands producteurs mondiaux. La crise actuelle est un avertissement. Elle rappelle que la souveraineté énergétique est le socle de toute prospérité durable. L'Allemagne, en sacrifiant cet atout, a mis en péril non seulement son modèle économique, mais aussi l'avenir de toute l'Europe. L'heure n'est plus à l'attentisme. Il s'agit de choisir entre le déclin, imposé par des choix subis, ou la reconquête d'une autonomie stratégique, fruit d'une volonté collective. La question, désormais, n'est plus de savoir si l'Allemagne peut retrouver sa puissance industrielle, mais si l'Europe saura saisir cette crise comme une opportunité pour bâtir un nouveau modèle, plus résilient, plus souverain et plus solidaire.
C'est à cette condition que l'histoire retiendra ce tournant, non comme le début d'une ère de décadence, mais comme le point de départ d'une renaissance collective.